Une immense pitié me vint pour le vieux. Je ne fus pas longue à me décider. Il continuait à me regarder avec inquiétude. Écoutez-moi, Zahar Petrovitch, lui dis-je, vous lui donnerez tous les 11 volumes. Comment ça, tous? Lui donner tous les volumes? Mais oui, tous. Les donner de ma part? Oui, de votre part. C'est-à-dire comme si cela venait de moi? Mais oui, de vous, de vous. Je le lui avais dit assez clairement, semble-t-il, mais il lui fallut du temps pour comprendre. Soit, reprit-il d'un air songeur, soit, ce serait très bien, ce serait vraiment bien. Mais vous, Varvara Alexievna, que ferez-vous en ce cas? Moi, c'est simple, je ne donnerai rien. Comment? S'écria le vieux qui parut s'effrayer soudain. Comment? Vous ne donnerez rien à Petinka? Vous ne désirez donc pas lui faire de cadeau? Il était consterné et aurait été prêt à cet instant, je crois, à renoncer à son projet, afin que je puisse, moi aussi, donner quelque chose à son fils. Il avait un cœur d'or, ce vieux. Je le rassurai en affirmant que j'aurais été heureuse de faire un cadeau à Petinka, mais que je ne voulais pas le priver de son plaisir. Si votre fils est content du cadeau, et si vous en êtes heureux, j'en serai heureuse moi aussi, ai-je ajouté, car j'aurai le sentiment dans le secret de mon cœur d'avoir effectivement donné ces livres. Ce raisonnement acheva de le persuader. Il resta chez nous 2 heures encore, et ne put pas tenir en place pendant ce temps. Se levait, s'agitait, faisait du bruit, s'amusait à des gamineries avec Sacha, m'embrassait en cachette ou me pinçait le bras, et faisait à la dérobée des grimaces à Anna Fyodorovna. Celle-ci finit par le chasser. Bref, le vieux se démena d'enthousiasme, comme cela ne lui était jamais arrivé peut-être. Le grand jour arriva et le vieux se présenta à 11 heures précises, tout de suite après la messe. Il était en habit décemment rapiécé et portait effectivement un nouveau gilet ainsi que des souliers neufs. Il tenait dans chaque main un paquet de livres. Nous nous trouvions tous à ce moment chez Anna Fyodorovna, en train de prendre le café, c'était un dimanche. Le vieux se mit à parler, je crois, de Pouchkine, pour commencer, en déclarant que ce fut un versificateur très distingué. Puis il se troubla, s'embrouilla, et affirma tout à coup qu'il est indispensable en ce monde de se conduire convenablement, et que lorsqu'un homme se conduit mal, on peut en déduire qu'il suit un mauvais chemin. Il ajouta que les mauvaises inclinations mènent l'homme à sa perte et à sa destruction. Il énuméra même quelques cas frappants et moralisateurs d'intempérance et annonça, pour terminer, qu'il s'était complètement amendé depuis un certain temps et que sa conduite était devenue irréprochable, exemplaire, qu'il avait senti auparavant déjà la justesse des remontrances de son fils, qu'il s'était rendu compte depuis longtemps de leur vérité, qu'il avait eu à cœur de s'y conformer, en avait pris maintes fois la décision, qu'il y était effectivement parvenu maintenant et s'abstenait de boire, non seulement en parole, mais en réalité. En preuve de quoi, il faisait cadeau à son fils de ses livres, achetés avec de l'argent qu'il avait économisé pendant une longue période. J'avais grand-peine à me retenir à la fois de rire et de pleurer en écoutant le pauvre vieillard. Il savait si bien mentir quand il le fallait. On porta les livres dans la chambre de Pokrovski et on les y déposa sur le plancher. Pokrovski devina immédiatement la vérité. Le vieux fut invité à dîner avec nous. Toute cette journée, nous fûmes tous très heureux. Après le dîner, on joua à divers jeux de société et aux cartes. Sacha s'abandonnait à la vivacité de son tempérament et je ne demeurai pas en reste. Pokrovski se montra particulièrement attentif envers moi et chercha à diverses reprises l'occasion de me parler en tête-à-tête, mais je ne m'y prêtai pas. Ce fut la journée la plus heureuse de ces 4 années de ma vie. J'en arrive maintenant à des souvenirs tristes, douloureux. Tout ce qui suivit fut si pénible.
Je vais parler des jours noirs de ma vie. C'est pour cela peut-être que ma plume résiste et se meut plus lentement sur le papier, comme si elle se refusait à écrire ce qui me reste à dire encore. Voilà pourquoi, sans doute, je me suis laissée aller à évoquer avec tant d'émotion et d'amour les moindres détails de mon humble existence, au temps où je fus heureuse. Ce temps fut si bref, et les malheurs vinrent ensuite, des malheurs tout noirs, dont Dieu seul sait s'ils prendront fin un jour. Les malheurs de ma vie débutèrent avec la maladie et la mort de Pokrovski. Il tomba malade 2 mois après les événements que je viens de décrire. Au cours des dernières semaines, il s'était démené pour s'assurer des moyens d'existence, car il n'avait pas de situation régulière. Comme tous les phtisiques, il caressa jusqu'au dernier moment l'espoir de vivre très longtemps encore. On lui offrait quelque part un emploi d'instituteur, mais cette profession lui faisait horreur. Sa santé ne lui permettait pas, par ailleurs, d'entrer dans une administration publique, et il lui aurait fallu attendre trop longtemps, en ce cas, la première tranche de son traitement. Bref, il enregistra des échecs de tous les côtés, et son caractère s'en ressentit. Son état s'aggravait en même temps, mais il ne s'en rendait pas compte. Survint l'automne. Il sortait chaque jour dans sa légère capote d'étudiant pour essayer d'améliorer ses affaires en sollicitant, en quémandant un poste n'importe où, et ses démarches lui infligeaient une torture morale. L'eau pénétrait dans ses chaussures, il rentrait trempé par la pluie, et un beau jour, il dut s'aliter pour ne plus se relever. Il mourut au cœur de l'automne, vers la fin d'octobre. Je ne quittai pour ainsi dire pas sa chambre durant sa maladie, l'entourant de soins et veillant sur lui. Il m'arriva de passer des nuits blanches à son chevet. Il n'avait que rarement toute sa connaissance. Souvent il délirait, parlait Dieu sait de quoi, de l'emploi qu'il cherchait, de ses livres, de moi, de son père. J'ai appris de cette façon de nombreux détails de sa vie que j'ignorais jusque-là et que je ne soupçonnais même pas. Les premiers temps de sa maladie, tout le monde me regardait bizarrement dans la maison, et Anna Fyodorovna hochait la tête, mais je ne baissais pas les yeux, et on cessa de blâmer l'intérêt que je portais à Pokrovski, ma mère en tout cas. Par moments, Pokrovski me reconnaissait, mais c'était rare. Il était presque constamment sans connaissance. Certaines nuits, il discuta longuement avec quelqu'un d'imaginaire sans doute. Ses paroles étaient obscures, indistinctes, et sa voix caverneuse résonnait dans sa chambre étroite, comme dans un tombeau. Je prenais peur dans ces instants. La dernière nuit, surtout, il fut dans un état étrange d'excitation. Il souffrait terriblement, se lamentait, et ses plaintes me déchiraient le cœur. L'effroi se lisait dans la maison sur tous les visages. Anna Fyodorovna ne cessait de prier pour que le Seigneur l'enlève le plus vite possible. On appela le médecin qui déclara que le malade mourrait certainement vers le matin. Le vieux Pokrovski passa toute la nuit dans le couloir, devant la porte de la chambre de son fils, où on avait étendu une natte pour lui sur le plancher. Il entrait à tout moment chez son fils. Il était effrayant à voir. Le chagrin l'écrasait à tel point qu'il semblait devenu complètement insensible et stupide. Sa tête branlait de frayeur. Il tremblait du reste de tout son corps et chuchotait sans arrêt, comme s'il discutait avec lui-même. Je pensais qu'il deviendrait fou de chagrin. Peu avant l'aube, le vieillard, épuisé par la souffrance, s'endormit sur sa natte. Vers 8 heures, son fils commença à mourir et je réveillai le père. Pokrovski avait toute sa lucidité à ce moment et il prit congé de nous tous. Chose bizarre, je ne parvenais pas à pleurer, mais mon âme se déchirait. Ce furent surtout ces derniers instants qui me torturèrent le plus. Il ne cessait de demander quelque chose de sa langue qui s'embrouillait, et je ne parvenais pas à comprendre ce qu'il désirait. Mon cœur se brisait de désespoir. Il s'agita 1 heure entière, possédé par un désir incompréhensible, s'efforçait de se faire comprendre par signes, avec ses mains refroidies, et se remettait ensuite à supplier, d'une voix éteinte, lamentable et sourde, où passaient déjà des râles.
Mais les mots qu'il prononçait n'étaient plus que des sons inarticulés, et je fus de nouveau incapable de les comprendre. Je lui amenai l'une après l'autre toutes les personnes de la maison. Je lui offris à boire, mais il ne cessait de hocher tristement la tête. Je compris finalement ce qu'il voulait. Il me demandait de soulever le rideau de la fenêtre et d'ouvrir les volets. Il désirait probablement jeter un dernier regard sur le jour, sur la création divine, sur le soleil. J'écartai le rideau, mais le jour naissant était pâle et triste, comme la vie qui s'éteignait dans le pauvre mourant. Il n'y avait pas de soleil. Les nuages couvraient le ciel d'un voile opaque. Le temps était pluvieux, et tout paraissait sombre, désolé. Une fine pluie tambourinait contre les vitres et dégoulinait sur elles en ruissellement froid, sale. La lumière du jour pénétrait à peine dans la chambre, sans parvenir à faire pâlir la petite lampe brûlant devant l'icône. Le mourant posa sur moi un regard chargé d'une tristesse immense et secoua la tête. 1 minute plus tard, il était mort. Anna Fyodorovna prit les mesures nécessaires pour les funérailles. On acheta un cercueil tout simple et on loua un charretier. Pour se dédommager de ses dépenses, elle s'empara de tous les livres et des objets personnels du défunt. Le vieux père protesta, se disputa avec elle bruyamment, lui reprit autant de volumes qu'il put, en remplit ses poches, enfourra jusque dans son chapeau, et ne voulut pas se séparer d'eux durant les 3 jours qui suivirent, prétendant même les prendre avec lui à l'église. Il semblait devenu stupide et s'agitait continuellement, l'air hébété, autour du cercueil comme pour l'entourer de soins étranges. Tantôt il rajustait le bandeau mortuaire sur le front du défunt, tantôt il allumait les bougies ou les déplaçait. Il était visible que son esprit ne parvenait plus à se fixer sur rien. Ni ma mère, ni Anna Fyodorovna n'assistèrent à l'office funèbre à l'église. Ma mère se sentait mal, et Anna Fyodorovna, qui avait eu l'intention de s'y rendre, se disputa au dernier moment avec le vieux Pokrovski et préféra rester à la maison. J'y assistai donc seule avec le père. Pendant l'office, une sorte d'angoisse m'envahit, comme un pressentiment effrayé de l'avenir. J'eus à peine la force de rester jusqu'à la fin du service. On ferma enfin le cercueil, on le cloua et on le plaça sur la voiture du charretier qui s'éloigna aussitôt. Je l'accompagnai jusqu'au bout de la rue seulement, car le charretier poussa son cheval au trot à partir de cet endroit. Le vieux courait derrière la voiture en pleurant à pleine voix, et ses sanglots saccadés paraissaient secoués par la rapidité de sa course. Le malheureux perdit son chapeau et ne s'arrêta même pas pour le ramasser. La pluie mouillait sa tête. Le vent s'était levé. Un froid très vif piquait son visage que fouettaient les rafales. Mais le vieux ne sentait rien et en pleurant passait d'un côté à l'autre de la voiture. Les pans de sa redingote fripée volaient et se soulevaient dans l'air comme des ailes. Des livres sortaient de toutes ses poches et il tenait dans ses mains un énorme volume auquel il paraissait se cramponner comme à une bouée. Les passants ôtaient leurs chapeaux et se signaient. D'autres s'arrêtaient et regardaient avec étonnement le malheureux vieillard. À chaque instant, des livres s'échappaient de ses poches et tombaient dans la boue de la route. On l'arrêtait, on attirait son attention sur la chute, il les ramassait et repartait pour rattraper le corbillard. À l'angle de la rue, une pauvresse, une sorte de vieille mendiante, se joignit à lui et suivit avec lui le convoi solitaire. La voiture obliqua et je la perdis de vue finalement. Je rentrai chez nous et me jetai sur la poitrine de ma mère, en proie à un désespoir profond. Je serrais très fort ma mère dans mes bras. Je la couvrais de baisers et je sanglotais, en me pressant contre elle craintivement, comme si je m'efforçais de retenir dans mon étreinte le dernier ami qui me restait en ce monde, de le disputer à la mort. Mais l'ange de la mort se tenait déjà aux côtés de ma pauvre maman.